Cette vidéo et ses animations 3D sont rendues possibles grâce à Serge, animateur à qui vous pouvez faire appel sur le site Fiverr, qui sponsorise ce projet de vidéo. Grâce à lui, j'ai pu avoir de belles animations exactement comme je voulais en lui fournissant des modèles 3D et un script précis. Vous pouvez vous aussi utiliser Fiverr pour faire appel à des prestataires pour tous vos besoins en voix off, traduction, montage ou animation 3D comme ici. Serge a fait un travail rapide, soigné et s'est vraiment impliqué dans ce projet avec passion et j'espère retravailler avec lui dans le futur. Pour plus d'infos, rendez-vous dans la description. Sur un vol spatial, rien n'est improvisé, surtout quand des humains sont à bord de la plus grande fusée du monde. Aujourd'hui, nous détaillons toutes les étapes qui ont amené l'humanité sur la Lune. Tout commence 8,9 secondes avant le décollage. Les moteurs F1 reçoivent la commande d'allumage. Le temps de se mettre en route et de monter en puissance, nous sommes rendus à T-1,6 secondes. Tout est go pour continuer. T0. Tous les bras reliant la fusée au pas de tir, ainsi que les clamps qui la retenaient fermement, la libèrent en 3/10 de seconde. Les astronautes subissent alors une accélération douce de 1,07 g. À peine une seconde et demie plus tard, le fameux message radio retentit. Et désormais, le reste du vol sera suivi par le Mission Control de Houston. La Saturne V s'engage alors dans des manœuvres de roulis et de tangage pour se caler sur la trajectoire qui va lui permettre de se mettre en orbite terrestre. Il ne lui faut qu'à peine plus d'1 minute pour passer le mur du son, et cette vitesse dans l'atmosphère encore dense commence à générer des contraintes énormes sur toute la structure de la fusée. Ce point maximal est nommé Max Q. Après ce point, ces contraintes se calment assez rapidement et la fusée arrive dans la très haute atmosphère. À 2 minutes 15 secondes du vol, alors que les astronautes subissent 4 G d'accélération, le moteur central du S1C se coupe, suivi quelques secondes plus tard des 4 moteurs latéraux pour éviter toute dérive de trajectoire. Puis le S1C est largué, ses rétrofusées le ralentissant par rapport au reste de la Saturne V. Soudainement, les astronautes sont ramenés vers l'avant en passant de 4 à 0 G. Et subissent un bref moment d'apesanteur quand soudain, l'étage S2 est à son tour allumé. L'accélération est d'à peine un demi-G et les vibrations sont beaucoup moins fortes. Durant les 5 minutes de poussée du S2, l'accélération augmente graduellement jusqu'à atteindre 1,7 G. Pendant tout ce temps, la jupe d'interétage du S2 est larguée et la tour de sauvetage active ses moteurs pour s'éloigner. Vient ensuite la coupure des moteurs du S2, encore une fois avec le central d'abord et les latéraux dans un second temps. Et c'est un nouveau moment d'apesanteur pour les astronautes. Le S2 se sépare et les fusées de tassement du S4B s'activent pour plaquer les ergols bien au fond des réservoirs. L'unique J2 s'allume alors, mais ne plaque que très légèrement les astronautes sur leur siège, avec une accélération d'un demi-G pour tout le reste du lancement. Enfin, un peu moins de 12 minutes après le décollage, le S4B est coupé et les astronautes sont sur une orbite stable autour de la Terre. Pendant les 2 heures qui suivent, les préparatifs et calculs de trajectoire se font entre Houston et les astronautes. Sagement placés en orbite terrestre, c'est le bon moment pour vérifier que tout est bon avant de partir vers la Lune. Le S4B s'allume ensuite pour l'injection translunaire qui va accélérer les astronautes vers la Lune avec une poussée de 6 minutes. En réalité, on ne vise pas la Lune, mais la position qu'elle aura 3 jours plus tard, le temps prévu du voyage. C'est tout l'intérêt de faire les bons calculs,
en cédant des étoiles pour la navigation et l'attitude du vaisseau. Une erreur, même infime, pourrait leur faire rater la Lune de plusieurs milliers de kilomètres. Mais une fois la poussée faite, l'inertie fera le reste du travail. Désormais, le S4B est inutile et il est donc temps de s'en séparer. Le module de commande et de service se sépare du reste de la fusée et les panneaux protégeant jusque-là le module lunaire sont éjectés. Le module de commande s'éloigne, se retourne et va lentement s'amarrer au LEM, d'abord de manière douce avec la sonde dans le cône, puis la sonde qui se rétracte pour verrouiller les deux vaisseaux. Tout est vérifié et le module lunaire est séparé du S4B. Avec le module de commande et de service, ils sont donc un petit train lunaire en route vers la Lune. L'étage, lui, va vider totalement ses ergols. Les APS se mettent ensuite à feu pour l'envoyer sur une trajectoire de catapultage vers une orbite solaire. De son côté, le train lunaire avance vers la Lune. Nous sommes à 26 heures de mission, presque à mi-chemin de la Lune. Il faut exécuter une petite poussée pour affiner la trajectoire. Les calculs de la poussée à réaliser et de la direction dans laquelle la faire sont faits grâce à l'effet Doppler pour la vitesse et l'observation des étoiles pour le positionnement. La Mid-Course Correction dure 3 secondes à peine et permet de mettre le train lunaire sur la trajectoire prévue. Et là encore, plusieurs heures passent et on prépare l'étape suivante, l'entrée dans le module lunaire pour la première inspection. On retire la porte et la sonde du module de commande, puis celle du module lunaire, et pour la première fois depuis le décollage, le commandant et le pilote du module lunaire peuvent enfin accéder au vaisseau qui va leur servir à fouler le sol de notre satellite. C'est l'occasion de vérifier ces systèmes et que rien n'a été endommagé depuis le lancement. Quelques heures plus tard, le train lunaire se trouve désormais à 326 000 km de la Terre et 62 500 km de la Lune. Les astronautes dépassent alors l'équigravisphère, le point où la force d'attraction de la Terre et de la Lune sont égales. Désormais, le train lunaire sera donc plus attiré par la Lune que par la Terre. C'est la dernière ligne droite, ou plutôt légèrement courbée, qui va les mener autour de la Lune. 14 heures plus tard, les voilà au plus près du sol lunaire. S'ils ne se ralentissent pas, ils vont être recatapultés naturellement vers la Terre. Le but est donc de pousser dans le sens inverse de la marche de façon à se ralentir et être capturés en orbite lunaire. Cette poussée est réalisée lors du survol de la face cachée de la Lune et pour la première fois, Houston n'a plus aucun contact possible avec les astronautes. Un chronomètre s'affiche alors sur Terre. Si la poussée est réalisée, le contact sera rétabli à une heure donnée quand les astronautes émergeront de la face cachée. Mais si la poussée n'a pas lieu, ils émergeront plus tôt et le contact reviendra bien plus tôt également. La poussée de freinage est effectuée avec le SPS et dure 6 minutes. Désormais, le train lunaire est sur une orbite pas tout à fait circulaire. Une autre poussée de 20 secondes va permettre de la circulariser, toujours avec le SPS. Le commandant et le pilote du module lunaire entrent alors dans le LEM pour le mettre en route et le préparer pour la descente. Finalement, le module lunaire se sépare du module de commande et les pieds sont déployés directement pour vérifier que tout est correct. Les deux vaisseaux s'éloignent légèrement l'un de l'autre et 1h30 plus tard, le moteur de l'étage de descente s'allume dans le sens inverse de la marche. Cette poussée permet de ralentir le module lunaire et donc de le faire descendre vers la surface. Le radar de bord s'allume et l'ordinateur, couplé aux informations orbitales, calcule précisément la trajectoire. Les astronautes, eux, ne peuvent pas voir où ils vont, mais cela change une vingtaine de minutes plus tard quand le module lunaire bascule. Là, les astronautes peuvent apercevoir la surface lunaire et surtout la zone d'atterrissage prévue. Chacun a un rôle bien précis.
Le commandant va piloter manuellement le module jusqu'à une zone qu'il trouve correcte et dépourvue d'obstacles, tandis que le pilote du module lunaire se charge de lui donner oralement les informations de carburant, d'altitude, de vitesse de descente et de déplacement horizontal. 3,000 feet, 53 degrees. Okay, I've got Jorge, I've got Poppy, I've got the triangle. That's 2,500 feet, 52 degrees. À Houston, on vérifie également ces données avec une latence d'1 seconde environ, et on peut à tout moment leur ordonner une annulation. Si cela arrive, la commande d'annulation du LEM sépare le module de descente et allume le moteur du module de remontée. Mais sinon, la descente continue, contrôlée à la main par le commandant. Okay, you're through 1,000. I'm taking radar altitude and pings altitude degree. You're through 800 feet. H-dot's a little high. Yeah, I don't need the numbers anymore. Okay, you're 31 feet per second going down through 500. 25 feet per second through 400. That's a little high, Gino. Okay. 300 feet. 15 feet per second. Little high. H-dot's a little high. Okay, I've got P66. Okay. Okay, 9 feet per second down at 200. Going down at 5. Going down at 5. Going down at 10. Cut the H-dot. Your fuel's good. 110 feet. Stand by for some dust. Little forward, G. Little forward a little. 90 feet. Little forward velocity. 80 feet. Going down at 3. À quelques mètres du sol, la poussière se soulève légèrement sous le LEM. Getting a little dust. You're at 60 feet. Going down about 2. Very little dust. Very little dust. 40 feet. Going down at 3. Stand by for touchdown. Stand by. 25 feet. Down at 2. Feels good. Puis, quand les pieds sont à 90 cm de la surface, les sondes de contact touchent le sol et se plient, ce qui allume le voyant de contact dans le cockpit. Contact. Le moteur est coupé et le module lunaire tombe en chute libre sur 1,5 m. Ça y est, l'atterrissage a bien eu lieu. On désactive le moteur de descente, désormais inutile, et démarre les préparatifs de sortie. Les astronautes s'équipent l'un l'autre, le cockpit est dépressurisé et la petite trappe s'ouvre. Le commandant sort, relié à un câble lors de la première mission, pour pouvoir être remonté à bord si jamais un problème se pose pour remonter normalement par l'échelle. Il tire sur une manette qui déploie le MESA, un dispositif sur le côté du LEM qui contient la caméra qui va filmer sa descente et ses premiers pas. Une fois le contact TV établi, il descend et marche sur la Lune. Il va ensuite déployer la caméra sur un trépied à distance du LEM, relié au module lunaire par un câble qui transmet ensuite l'image à la Terre par l'antenne à Hauguin. On récolte aussi rapidement quelques échantillons autour du module lunaire au cas où il faudrait partir plus tôt que prévu. Les astronautes déploient ensuite l'ALCEP, un ensemble d'expériences scientifiques. Parmi elles, un sismomètre, un collecteur de vent solaire de fabrication suisse, ou encore un catadioptre de fabrication française. D'autres missions en surface ont lieu, à pied pour Apollo 11 et 12, avec un pouce-pouce pour Apollo 14, et en jeep lunaire pour 15, 16 et 17. Les activités en surface vont varier de quelques heures à plusieurs jours au fil du temps, mais à la fin, c'est toujours la même routine. Le pilote du module lunaire entre en premier dans le LEM, suivi par le commandant. On abandonne sur la Lune tout ce qui représenterait une masse inutile, car chaque gramme compte maintenant que le module est chargé d'échantillons. Même les sacs à dos, ou PLSS, sont jetés par-dessus bord. Cette opération est d'ailleurs particulière car pour ouvrir la porte, il faut que le module soit dépressurisé. Les astronautes sont donc en combinaison, avec leurs tuyaux d'alimentation branchés aux réserves du LEM. On ferme la porte, on repressurise et au moment voulu, le module de remontée se met à feu pour une très courte poussée. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good.
L'inertie et la faible gravité leur permettent de s'élever sans difficulté avant d'effectuer une seconde poussée pour imprimer une courbe à la trajectoire. Le module lunaire se place alors en orbite et va rejoindre le module de commande en effectuant plusieurs poussées. Il leur faut près de 3h30 pour rejoindre le module de commande et se placer à proximité pour préparer l'amarrage. L'approche est lente et quand enfin les deux vaisseaux se lient à nouveau, le commandant et le pilote du module lunaire peuvent enfin retrouver leur acolyte dans le module de commande. Pendant qu'ils étaient sur la surface, il a tourné autour de la Lune, réalisant des observations et expériences scientifiques, tout en faisant en sorte de s'assurer que son vaisseau soit toujours en état pour ramener ses collègues sur la Terre en fin de mission. Une fois les 3 astronautes dans le module de commande, les portes sont fermées et le LEM est largué en orbite lunaire. Quelques heures plus tard, le moteur SPS s'allume pour réaliser la TEI, ou l'injection trans-terre, qui les remet sur une trajectoire vers la maison. Lors des dernières missions, une dernière sortie, par le pilote du module de commande, est effectuée pour aller récupérer des expériences et données stockées dans le module de service. Puis, à mi-chemin du retour, une autre poussée permet de corriger légèrement la trajectoire pour viser précisément le point de rentrée atmosphérique, encore une fois avec l'aide de la navigation stellaire et de l'effet Doppler des communications radio. Il reste plus de 40 heures avant la rentrée, mais cette poussée est si précise que lors de chaque mission, la capsule se posera en mer à l'endroit prévu. Enfin, avant la rentrée atmosphérique, le module de commande se sépare du module de service. Désormais, il n'y a plus aucun moyen de revenir en arrière. La capsule présente son bouclier dans le sens de la marche et la rentrée commence. Le bouclier se mesure au frottement de l'atmosphère, le portant à plus de 2800 degrés Celsius. C'est là que les astronautes subissent le plus d'accélération, avec un pic avoisinant les 7 G. La capsule est ralentie naturellement par le frottement avec l'atmosphère qui se densifie. Le bouclier thermique, désormais inutile, est largué, puis le parachute de freinage se déploie, suivi des 3 parachutes principaux. La capsule finit par toucher l'océan Pacifique dans une douceur relative. Plusieurs fois, la capsule s'est retournée, le nez dans l'eau. Des ballons ont été conçus pour ce cas et permettent de remettre la capsule dans le bon sens. Puis le collier de flottaison se gonfle tout autour de la base de la capsule et les astronautes sont récupérés par les équipes de sauvetage, un par un, avec un panier élitreillé. Ils sont ensuite ramenés sur le navire de récupération et la capsule, elle, est extraite de l'eau, désinfectée de toute éventuelle substance toxique et vidée des échantillons lunaires ramenés par les astronautes. L'équipage et leur capsule sont ensuite envoyés à Houston. D'Apollo 11 à Apollo 14, les astronautes passent une vingtaine de jours en quarantaine dans un container prévu à cet effet. On veut à tout prix s'assurer que les astronautes n'ont pas ramené de la Lune d'éventuels germes dangereux pour l'homme. Mais finalement, après Apollo 14, on juge cette procédure inutile et les astronautes n'auront plus à subir la moindre quarantaine à leur retour. Pour réaliser ce voyage périlleux avec les technologies de l'époque, la NASA a eu recours à des concepts très basiques mais extrêmement précis, comme l'effet Doppler ou la navigation aux étoiles, toujours utilisés aujourd'hui par les sondes interplanétaires. L'ensemble des procédures, répétées chacune des centaines de fois par les astronautes et les contrôleurs, a permis non seulement de se poser sur la Lune, mais de le faire 5 autres fois sans encombre. Et chaque astronaute de chaque équipage, quel que soit son poste, a eu un rôle crucial pour la réussite de la mission. Il y aurait encore des dizaines de petites étapes à mentionner, qui jalonnaient certaines missions et pas d'autres, en fonction des objectifs, et des dizaines de petits ou gros problèmes qui auraient pu compromettre la vie des astronautes. Des centaines de raisons pour lesquelles tout aurait pu très mal finir. Mais grâce à l'ingéniosité des contrôleurs et des pilotes des missions Apollo, on compte aujourd'hui 12 humains ayant foulé le sol lunaire, des dizaines de kilomètres parcourus sur ce terrain, des réponses à certaines questions fondamentales et de nouvelles questions qui n'attendent désormais que de nouvelles missions pour y répondre.
J'espère que cette avant-dernière vidéo de la série sur la Saturn V vous aura plu. Encore merci au site Fiverr d'avoir sponsorisé la vidéo et à Serge qui a animé le décollage de la Saturn V avec brio à partir de modèles 3D détaillés. N'hésitez pas à aller voir son travail et éventuellement faire appel à ses services et à ceux d'autres créateurs talentueux de Fiverr comme des graphistes, comédiens de doublage, monteurs et autres artistes avec le lien qui se trouve dans la description. Vous y trouverez également le livre source de cette série sur la Saturn V, qui est une véritable bible sur le lanceur que je vous recommande chaudement, et le site wikiarchive.space, site non lucratif que j'ai créé, sur lequel vous trouvez un bon nombre d'archives des missions Apollo et de la Saturn V. Allez, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao!